L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Jonas Haddad, responsable des Républicains pour la métropole de Rouen. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Jonas Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né aux États-Unis il y a 30 ans, vous avez fait des études de droit. Après la Sorbonne, vous avez étudié à l'établissement d'enseignement supérieur de Paris. Vous avez été notamment auto-entrepreneur dans le conseil aux entreprises. Vous faites de la politique depuis près de 10 ans, mais sans doute plus. Notamment, vous avez été proche du cabinet de l'ancien ministre Luc Châtel. Vous avez été adjoint au maire de Bernay. Vous avez pris une part active dans l'élection d'Hervé Morin au régional. Enfin, selon vos pairs, vous faites partie de la nouvelle génération montante. On rappelle aussi que vous avez commis l'ouvrage Droite 2.0, sortir la France du déclin et renouer avec le progrès. Tout un programme, on dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Jonas Haddad, rebonsoir. Bonsoir. Tout est juste dans le portrait ou il manque des choses ? Entre-temps, je suis devenu avocat et c'est un Oui. métier que j'adore, donc voilà, je précise. Première question, petite légende qui a dit « Comme lors de toute guerre, certains se réfugient derrière des considérations idéalistes pour ne pas affronter le réel et épargner aux ennemis le glaive de la République ». C'est une phrase de qui ? Ouf, le glaive de la République, ça fait très Troisième République, ça. Oui, c'est une phrase de vous. De moi. Oui. D'accord. Voilà. Je suis si vieux que ça, alors dans ma tête. C'était il y a très longtemps, c'était il y a à peu près 4 ans, sur les différents événements de la géopolitique, etc., les attentats qui s'étaient déroulés. Une maxime qu'on va essayer de calquer sur les événements qui se déroulent actuellement en Syrie, on peut ou pas ? Comme toute guerre, certains se réfugient derrière les considérations idéalistes ? Je sais pas parce qu'en fait, je ne sais pas encore, je suis pas fixé sur le fait de savoir si c'est une guerre ou pas. Et Emmanuel Macron, en fait, joue encore aujourd'hui un peu, je trouve, sur l'ambiguïté. Larguer quelques bombes sur un territoire, ce n'est pas une guerre. En revanche, le faire avec un aspect assez discutable en matière de droit international, si c'est une guerre, c'est un peu compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que c'est une guerre ou pas ? D'ailleurs, la guerre a tellement changé de considération en réalité que j'ai du mal à m'exprimer encore sur ce sujet-là. Je ne suis pas un expert de géopolitique, j'ai mon avis, mais je trouve qu'en fait, on n'est pas encore rentré en guerre. Vous pensez qu'on reproduit le même problème, le même schéma qu'en Libye ? Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'en fait, en Libye, on avait une résolution de l'ONU qui donnait un mandat pour faire la guerre à un dictateur. Alors après, que l'après-guerre a été extrêmement mal gérée, je pense que tout le monde sera unanime là-dessus, puisqu'on en voit les dégâts aujourd'hui. Là, à mon sens, on n'est pas du tout dans le même sujet. C'est en gros un acte qui est considéré comme dépassant les lignes rouges, c'est le terme qui est utilisé, avec les armes chimiques, et contre quelqu'un qui a le soutien d'une autre partie de la communauté internationale. Donc c'est beaucoup plus nuancé, à mon avis, que la guerre en Libye. On revient justement sur votre profession d'avocat qui a été mise sous les feux de l'actualité il y a de cela quelques semaines. Après 3 mois d'enquête, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a été mis en examen, c'était en février dernier, pour viol. Depuis, il a été écroué à la maison de Fleury Mérogis. Vous êtes l'un des avocats de la Rouennaise Enda Ayari, qui est l'une des victimes, on l'appelle l'une des victimes présumées. Est-ce que cette médiatisation a servi la cause des femmes appelées les victimes silencieuses, notamment de ce genre d'individus ? Écoutez, quand on a lancé l'appel qui demandait à des victimes de vouloir prendre la parole, en tout cas Enda Ayari était la seule. Aujourd'hui, elles sont 5 à avoir porté plainte. Et par ailleurs, je m'occupe actuellement également d'un autre cas dans le monde du spectacle, de quelqu'un qui a également dénoncé des faits similaires. Donc on a ce mécanisme de libération de la parole, mais attention, il ne faut pas... de la même façon qu'on s'est battu pour l'égalité homme-femme du côté des femmes, il ne faut pas stigmatiser les hommes. J'ai entendu certains dire, je crois que c'était une militante féministe, 2/3 des hommes sont des violeurs en puissance. Il faut faire extrêmement attention à ce genre d'affirmation. Et c'est pour ça que moi je me bats dans cette cause-là, parce que je pense qu'il faut trier le bon grain de livret. C'est en sanctionnant très très fort les vrais violeurs qu'on pourra se permettre d'éviter d'avoir à côté des gens qui considèrent que tout homme est un violeur en puissance. Il faut qu'on ne rentre pas dans cette guerre des sexes. En revanche, il faut qu'on fasse la guerre aux violeurs. C'est quoi l'ambiguïté de ce dossier ? C'est que c'est un personnage extrêmement puissant, influent, qui a profité de la vulnérabilité de ses victimes. Il y aura procès ou pas ?
Bah, en tout cas, il y a déjà mise en examen. Il y a une instruction qui a été ouverte. Je rappelle à nos On sait qu'il est auditeurs. malade, c'est ça, hein. Alors, il y a eu des attestations sur le fait qu'il avait la sclérose en plaques. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que parce que vous êtes malade, vous n'allez pas en prison? Moi, je sais qu'il y a par exemple des dizaines de personnes dans la même prison qui sont atteintes du VIH. Donc, c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, il y avait tout un système qui avait été mis en place, et ce système, il faisait en sorte que les femmes ne parlaient pas. Elles étaient soit contraintes par une forme de réflexe communautaire, soit contraintes par un réflexe religieux, soit à la fin, elles étaient payées pour... on achetait leur silence. Donc en fait, c'est ça qu'on a dénoncé. Et en fait, une fois qu'on a ouvert le couvercle dans ce type d'affaires, eh bien après, le couvercle saute. Il y a une similitude avec ce qui s'est passé pour DSK ou pas du tout? Je vois pas la similitude parce que Dominique Strauss-Kahn n'était pas un religieux et il ne recommandait pas la lapidation, en tout cas son moratoire en cas d'infidélité. Je veux dire, il n'y avait pas un tel écart entre ce que vous dites en public. Mais sur la puissance qu'il avait sur ses victimes? Il y a une puissance complémentaire. Alors, c'est peut-être mal utilisé le terme, mais il y a le coup du curé en fait avec Ramadan. Il y a aussi une emprise une emprise religieuse. C'est-à-dire qu'en gros, je vais quand même pas dénoncer quelqu'un qui a le magistère religieux. Voyez. Donc c'est très différent pour moi que Dominique Strauss-Kahn. Sans vouloir Dominique Strauss-Kahn, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois n'a pas été condamné au final. En tout cas dans l'affaire du Carlton. Sans vouloir se lancer un éclairage qui serait pas approprié, est-ce que ça a mis justement votre cabinet en valeur ou pas? Écoutez, moi je fais ça à titre gracieux. C'est pas le côté médiatique. Je fais ça à titre gracieux. C'est quelque chose que je fais parce que c'est une cause qui m'intéresse. Mon cabinet, il est plutôt en droit des affaires, donc c'est pas, le lien ne se fait pas immédiatement. D'accord. Politique, justement, après l'élection de votre nouveau président à la tête de votre parti, les Républicains, certains, comme le maire du Havre, Luc Lemonnier, se demandaient s'il était bien raisonnable de rester dans un parti de droite, je cite, dirigé par Laurent Wauquiez. D'autres, comme le jeune maire de Gisors, ont plutôt sorti le champagne. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous, au soir de cette élection? Moi, je suis un démocrate. Et quand il y a une élection qui donne 74% pour Laurent Wauquiez, je considère qu'il faut respecter ce choix. Deuxièmement, je considère également que on est dans une phase assez particulière de reconstruction. Dans cette phase de reconstruction, soit on est fidèle à ce qui est nos valeurs, c'est-à-dire moi, mes valeurs de droite, soit on peut se concentrer par exemple sur le local. Donc si vous voulez, je pense que soit on est un partisan, et c'est mon cas. Moi je suis attaché à ma famille politique. Je pense que c'est une famille politique qui a quelque chose à apporter, qui a beaucoup d'élus, qui a un corpus idéologique. Soit on fait une politique qui est plus d'intérêt général pour une ville, voilà. Vous pensez qu'on a digéré le cataclysme Fillon ou pas, à droite? On est encore en train de se poser des questions? Non, je pense qu'il y a un grand sentiment de gâchis dans ce qui s'est passé avec Fillon, de ce boulevard qui est devenu une impasse, c'est ce que je dis souvent. Mais au final, après, à titre personnel, j'essaye d'infuser ça avec les militants, c'est que faut pas être nostalgique. Je veux dire, voilà, on est passé dans une nouvelle phase politique. Aujourd'hui, les gens, ils ont, leur recours, c'est pas Juppé, Sarkozy, Fillon. Ils sont déjà passés à autre chose. Macron a 40 ans. Il faut s'adapter à ce qui est la réalité politique d'aujourd'hui. Certains pourraient vous critiquer ou peut-être souligner cela, avec un grand écart que vous auriez éventuellement fait, vous qui étiez proche de Copé et de Raffarin, plutôt de la droite sociale, avec un peu de souplesse également. On vous a connu dans les quartiers sur Bernay, et là plutôt adepte d'une droite dure. En fait non, parce que moi le fil conducteur de mon engagement, c'est une droite qui est populaire en fait. Donc c'est pas une droite dure aujourd'hui, c'est une droite qui s'intéresse à ce que vivent les gens. J'étais candidat dans une circonscription à Rouen, qui était une circonscription qui est extrêmement populaire. Qui est plutôt à gauche, ça. Qui est plutôt à gauche, dans lequel on a un député communiste aujourd'hui, dans lequel il y avait Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc quant à Copé, je l'ai pas connu centriste beaucoup, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas un grand écart. Au contraire, c'est vraiment là pour le coup, le grand écart, c'est quand on change de parti. Oui. Et moi, j'ai pas changé de parti et je suis bien aux Républicains. Même si vous êtes un peu classifié d'humaniste, d'une ouverture certaine sur l'Europe, etc., de sauter le pas, de sauter la marche, ça vous a pas tenté? On n'est pas venu vous chercher? Je sais, moi j'ai un métier, vous en avez parlé juste avant, je fais de la politique pour des convictions. Donc en fait, vous savez, quand la porte ne semble pas ouverte, les gens n'y toquent pas.
Voilà, donc j'ai jamais fait savoir que potentiellement je pourrais être Il intéressé. n'y a rien de commun entre pour ce qui se changer. passe actuellement avec le mouvement En Marche et vos idées que vous portez? Non, je dis pas qu'il y a rien de commun, mais simplement, moi, encore une fois, j'ai un métier à côté. Je suis avocat et je fais de la politique parce que c'est pour des convictions. Donc ça ne sert, enfin, je ne suis même pas ça ne m'intéresse pas de changer au gré du vent comme ça en fonction des. Je fais ça pour mes convictions, donc ça ne servirait à rien. Ça n'a pas de sens. D'accord. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie sinon. Justement, vous n'avez pas été tendre envers le chef de l'État en soulignant qu'il manquait de poids, je cite en résumé, dans les dossiers régaliens. Vous avez fustigé aussi son manque d'ambition en matière d'économie. Au vu de certains avis de vos confrères de la droite libérale, il est plutôt sur la bonne ligne au niveau économie. Sur l'économie, je me souviens pas avoir critiqué comme ça. En revanche, c'est vrai que je trouve qu'il y a un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron, c'est plutôt le régalien, c'est plutôt la sécurité. Je prends un exemple. La loi immigration-asile, les députés ont fait une guérilla parlementaire, notamment des Républicains, parce qu'il y avait des choses qui manquent. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on a mis un terme à Calais? Non. Est-ce que on a mis un terme à la ZAD, qui pour moi, à Notre-Dame-des-Landes, c'est juste incroyable que c'est autant duré. Est-ce qu'on a mis un terme au fait qu'il y ait des migrants qui dorment sous le métro parisien depuis des années? Non. Et en fait, toutes ces questions-là se posent et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de réponse. Et l'économie, c'est extrêmement important, ça ne suffira pas. Et moi, je pense que c'est ça, ce qui nous différencie chez les Républicains, c'est qu'on marche sur nos deux jambes. On veut cette libération économique, on veut que les énergies se développent, et ça, là-dessus, Emmanuel Macron donne une bonne impulsion. Donc, vous voyez, je ne suis pas critique sur tout. Ouais. En revanche, je trouve que sur la sécurité, sur l'immigration, prenons un exemple. On a, en France, le problème, c'est que l'immigration, notamment clandestine, vient principalement du regroupement familial. Donc on se serait dit, si on fait un projet qui est intéressant pour limiter l'immigration, on limite le regroupement familial. Enfin, ça semble de bon sens. Et bien, qu'est-ce qu'on fait dans le projet Asile-Immigration ? On élargit le regroupement familial aux frères et aux sœurs. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un nouvel appel d'air. Donc après, on ne peut pas nous dire « Ah, on est extrêmement dur, on est extrêmement ferme. Vous voyez, on fait ce que la droite n'a pas fait. » Alors qu'en réalité, on donne les clés juridiques pour un élargissement de l'immigration. Donc c'est typiquement la différence entre ce qui est affiché et la réalité juridique. J'aime le droit, donc... matériellement, on donne aujourd'hui les clés pour des frères et des sœurs de faire du regroupement familial. Pensez pas que c'est plutôt un problème du peuple français qui a du mal des fois à justifier de façon claire ses pensées on pense des choses des fois à mots couverts et on n'ose pas les déclarer sans avoir le risque d'être stigmatisé, Front National ou quoi que ce soit? Je sais pas, en tout cas je trouve que... C'est plus clair dans l'opinion publique maintenant, vous pensez? Je connais peu de gens, à part des idéalistes bien gauchistes, etc., entre guillemets, mais qui considèrent que l'immigration incontrôlée ne pose pas de problème. Enfin, vous parliez tout à l'heure d'humanisme. Quelle personne, quelle que soit sa sensibilité de gauche ou de droite, peut considérer que Calais, c'est bien? Moi, je pense à la fois aux migrants, mais je pense aussi aux Calaisiens. Vous imaginez, vous êtes dans votre cuisine, on a vu les reportages tous, vous voyez des migrants qui arrivent, qui servent, qui bouffent, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer avec des situations comme ça, et ces situations-là, il y en a de plus en plus en France. À Ouistreham, pas très loin. Enfin, je veux dire, on a aussi des problématiques dans lesquelles on retrouve des migrants qui sont dans des caves, qui passent dans des bateaux. Enfin, on est la 5e ou maintenant la 6e puissance économique mondiale et on laisse des choses comme ça se faire. C'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question, même pour le coup, de dignité humaine. Jonas Haddad, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Jonas Haddad, on revient sur votre famille politique. Les anti-Wauquiez regrettent l'UMP, qui avait la capacité, disent-ils, de rassembler toutes les composantes de la droite et du centre et d'accepter les divergences. C'est pas tout à fait la trajectoire que prend actuellement les Républicains? Ou alors on a tout faux, vous pensez ça? On voit que les centristes là sont en train un peu de partir ailleurs, peut-être tant mieux, disent certains de vos collègues. Ça dépend. Je ne serais pas aussi catégorique parce que voilà, moi je sais que par exemple, là je regarde ce qu'a fait Hervé Morin sur la Normandie, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt tous les gens qui soutiennent Hervé Morin qui sont partis de l'UDI pour créer un mouvement qui s'appelle les centristes. Donc en fait... L'UDI c'est mort selon les centristes eux-mêmes. Mais ce qui est clair, c'est que la recomposition politique est loin d'être achevée. Voilà, elle a commencé en 2017. Je reprends à juste titre l'expression d'Édouard Philippe, la poutre continue à travailler. Voilà. Vous voyez, donc c'est effectivement, on sent encore de la tension de la recomposition. Dans cette recomposition, on peut parfaitement se reconnaître de la droite libérale
et être républicain. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je pense que c'est extrêmement important. Vous en avez parlé, et c'est mon activité au quotidien, de favoriser le numérique, de développer l'entrepreneuriat, de favoriser l'énergie et les initiatives individuelles, tout en étant extrêmement ferme sur le régalien. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ce serait d'ailleurs une singularité française que de dire que c'est une incompatibilité. Dans toute l'Europe, voire aux États-Unis, la droite se caractérise par cette liberté économique et également par Moi, j'aime pas trop le terme régalien parce qu'il est pas très bien connoté. Je dirais plus libéral-patriote ou patriote-libéral. Voilà, donc c'est les deux termes qui me caractérisent. Et en fait, quand vous dites patriote, c'est plutôt un joli mot. Qui est déjà utilisé par un autre parti. Oui, mais qui a été galvaudé. De toute façon, ce parti, je ne sais pas s'il durera très longtemps. Voilà, quand vous voyez les photos avec Geneviève de Fontenay, je ne suis pas sûr que c'est l'avenir de la politique. Les centristes s'éloignent donc. Est-ce qu'il va falloir user de pédagogie et voire plus à moins de 2 ans des municipales sur le terrain? Comment le discours va passer pour reconquérir certaines mairies? Eh bien, écoutez, je pense que justement, il faut qu'on essaye de sortir des appareils politiques. Il faut qu'on essaye de pas faire notre petite cuisine, notre petite tambouille électorale, en essayant de passer des deals à droite, à gauche, etc., en essayant d'aller directement toucher les problématiques que les gens peuvent avoir, et en tout cas, s'absoudre entre guillemets, des figures imposées de la politique qui consistent à dealer quelques mois avant en disant voilà, ah bah tiens, toi je te donne ça, toi je te donne ça, alors arithmétiquement tu devrais avoir ça. Je pense que tout ça c'est terminé, qu'il faut des projets qui semblent innovants. Vous savez, la politique c'était le dernier secteur qui était en quelque sorte jusqu'en 2017 épargné par la disruption et l'innovation. Eh bien on a bien vu qu'aujourd'hui la politique ça peut être disrupté, il peut y avoir quelqu'un qui vient, qui retourne le système politique et qui s'engouffre dans une brèche. C'est exactement la même chose qu'on doit faire au niveau local. Ça ne veut pas dire que ça veut être par En Marche ou par les Insoumis par exemple, mais ça veut dire qu'il faut qu'on porte ça mais d'une façon innovante. On ne pourra pas rester dans nos carcans habituels. D'accord, donc pas d'avis particulier sur le mouvement Agir de Agnès Firmin-Lebaudot? Chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas, moi je trouve que c'est un mouvement qui est de la droite et du centre, donc j'ai pas de critique à avoir. Après, ils sont pas alléchés En Marche, donc c'est peut-être qu'il y a 50 nuances de... Oui, de mouvements qui vont se créer aussi autour de cela. Valérie Pécresse qui veut aussi créer un mouvement de la droite et du centre. Alors Valérie Pécresse, mais elle reste au sein des Républicains. Voilà. Et donc ce mouvement est reconnu comme associé aux Républicains. D'accord. On parlait justement des municipales tout à l'heure. Qu'est-ce que vous gardez de l'expérience, vous, des législatives? Vous avez usé également du même discours, vous avez été voir les gens, vous avez fait du porte-à-porte énormément, vous étiez sur le terrain, je pense même 4 mois avant les élections. On a commencé un an avant. Un an avant. Et on a commencé le porte-à-porte 6 mois avant l'élection de juin. Est-ce que c'est une défaite qui va enrichir votre parcours personnel, humain et politique? Alors, humain, c'est certain. C'est une vraie aventure humaine, on voit de tout. Et ça nous amène vraiment à beaucoup d'humilité. Vous avez appris? J'ai beaucoup appris parce que, si vous voulez, le porte-à-porte, c'est un exercice qui est assez sensible. Il y a des gens qui connaissent ça dans le démarchage commercial, mais là, quand vous venez démarcher pour un sujet politique et que vous écoutez les gens sur ce qu'ils pensent de la politique, c'est effarant. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est pas tant le rejet des politiques, parce que bon, ça, c'est classique que de dire ça, c'est parfois que les gens considèrent qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Ouais. Pour eux, vous êtes là, vous servez à rien, etc. Et donc, du coup, ça vous appelle à beaucoup d'humilité et surtout à beaucoup d'écoute vis-à-vis d'eux. Le fait de l'avoir fait pendant 6 mois, en tout cas, ça nous a permis de faire augmenter le score de la droite, même si ça ne nous a pas suffi pour gagner. Il n'y avait pourtant pas l'épaisseur d'un timbre entre vos convictions et celles de vos adversaires? Qu'est-ce qu'on pourrait... Si, quand même, entre moi et le député actuel communiste, il y a plus qu'il y a l'épaisseur d'un livre. Oui, mais vous avez plutôt attaqué sur les mêmes sujets. On n'a pas trop attaqué sur le local, certains ont attaqué sur le national. Si, regardez au local, par exemple, mon adversaire qui est devenu député était contre le contournement Est de Rouen, moi je suis pour. Oui, donc là, c'est quand même structurant comme projet. Vous étiez proche de Bruno Le Maire et vous avez soutenu aussi à l'époque, vous avez été soutenu par Édouard Philippe. Le soutien inverse est évident ou pas du tout? C'est-à-dire? Vous êtes plutôt content de ce que fait le Premier ministre et de ce que fait le ministre de l'économie? Vous avez parlé Ce sont des proches. C'est des gens que je connais, c'est vrai, c'est des gens que je peux aborder aussi, et que c'est des gens qui... je leur reconnais une seule chose, en tout cas, c'est que quand on s'est recroisés depuis qu'ils ont eu leur fonction, et voilà, sont restés hyper
ouverts, pas du tout sectaires, et avec lesquels j'ai plutôt de bonnes relations. Ça ne veut pas dire que je partage leurs choix politiques, puisque moi je suis resté aux Républicains, mais ça veut dire qu'en tout cas, on est entre gens extrêmement bien éduqués et qui s'apprécient. Et encore une fois, je vous le dis, moi je souhaite la réussite du gouvernement pour le pays, mais après je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux, et je pense que la réussite ne passera pas par certains projets qu'ils ont. Mais on ne peut pas aujourd'hui considérer que il faut taper sur le gouvernement. Surtout, il y a des choses qui sont bien faites, d'autres que je critique fortement également. Vous disiez l'an passé que sur le propre territoire d'élection, 69 à 70% des gens ne connaissent pas leurs députés. C'est quand même assez grave. Même plus. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a certains qui vous disent... je sais quelle est telle tendance. À l'époque, c'était une tendance, femme. Ouais. Je sais quelle tendance, mais ils ne savaient même pas quel était son nom. Vous voyez, donc je vous disais tout à l'heure, ça vous appelle à beaucoup d'humilité en la matière et à se dire finalement il faut qu'on soit beaucoup plus sensible il faut de l'impact. Aujourd'hui, les élus n'ont pas d'impact. En tout cas, les gens perçoivent que les élus n'ont pas d'impact. Ils se disent est-ce que l'élu en question m'a ramené une entreprise pour que j'ai un boulot? Est-ce que l'élu en question, je prends l'exemple ici parce que c'est un sujet, est-ce que l'élu a empêché la fermeture d'un service public? Est-ce que, vous voyez, tous ces sujets-là dans lesquels elle se dit ok, très bien ton étiquette politique, mais est-ce que tu as de l'impact sur ma vie quotidienne? Dans vos projets, certaines de vos idées pourraient aussi être prises dans des plans de com pour la future destinée de la métropole de Rouen. Je pense à la création d'une cité de l'industrie régionale sur le modèle de la cité des sciences à Paris. Il existe déjà la cité des métiers à Rouen, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est un projet qui vous tient à cœur et qui est peut-être en train de se dessiner. Et c'était un projet qui me tenait à cœur parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de plaquer, vous voyez, par exemple... J'ai rien contre, je suis plutôt d'ailleurs amateur de ça, mais des lubies sur des territoires auxquels ça ne correspond pas. Faire de l'art contemporain dans des endroits dans lesquels il y a beaucoup de, par exemple, de culture ouvrière industrielle, parfois ça ne matche pas. Ouais. Vous voyez, donc du coup, moi je pensais que justement, il faut faire de cette culture ouvrière industrielle une force dans le territoire qui était concerné sur la rive gauche pour essayer de redonner de la fierté sur ce que c'est que l'industrie et la culture ouvrière qui s'est beaucoup transformée et qui a de l'avenir. D'accord. Vous n'êtes pas du genre d'élu à mettre des peintures dans un conteneur, on l'a bien compris. Votre passé d'étudiant n'est pas si lointain, parce que vous êtes encore jeune. Merci. Une pensée pour ce qui se passe autour des facultés. Vous comprenez le mouvement ou pas du tout? Alors, absolument pas. Et vous savez, quand j'ai vu les vidéos de Tolbiac, oui. J'étais à la Sorbonne, moi, transformé en boîte de nuit. La fausse victime. La fausse victime transformée en boîte de nuit. Et je me suis dit une chose, je me suis posé la question, c'est si j'avais encore été dans cette fac-là, quelle valeur aurait eu mon diplôme? Et je me souviens quand je me levais le matin pour aller en cours à 8h, quelle valeur aurait eu mon diplôme à côté de ça quand on sait ce qui est devenu aujourd'hui des belles facultés? Comment vous voulez qu'on continue à concurrencer les Harvard, les Stanford, ces facs-là, quand on sait ce qui est devenu Tolbiac? Enfin, je veux dire, la Sorbonne, j'ai vu des choses mais qui sont hallucinantes. Ces gens-là marchent sur la tête. Ils ont voté, moi je me souviens, ça me rappelle des bons souvenirs, ils ont voté, alors tenez-vous bien, la sortie de la France de l'OMC, on est content, ils ont voté la démission du gouvernement, on est content, et après ils s'en prennent violemment à des gens, et des confrères à vous, je ne sais pas si on peut les appeler des confrères, le média, ont fait une fausse information en disant qu'il y avait quelqu'un qui était dans le coma, et ne s'excuse même pas, c'est-à-dire que ces gens-là sont dans le déni de la réalité, et cette minorité continue à nous bloquer. Donc moi j'étais pour l'intervention des forces de l'ordre le plus rapidement possible, ça a mis un peu de temps, mais mieux vaut tard que jamais, parce que les gens, et surtout l'université est gratuite en France, d'accord, ou quasiment, donc ça bénéficie à des classes sociales qui ont besoin de ça pour leur ascenseur social, et qu'ont fait ces gens? Ils veulent casser l'ascenseur social. C'est un scandale. On parle de Rouen. Vous étiez il y a quelques jours avec Marine Caron, qu'on a reçue sur notre plateau, pour l'inauguration du village start-up du 107 à Rouen. Un lieu d'innovation, rencontre, partage, synergie, etc. Ouvert, lieu interactif. Des lieux comme ça en Normandie, on en manque? Il n'y en a pas assez? Non, on n'en manque pas, justement. Moi, je trouve qu'on a une bonne dynamique. Je pense à la filature qui a ouvert à Louviers, à un projet qui est en train de se monter à Caen, sur des tiers-lieux. Non, au contraire, je pense que la Normandie a plutôt une bonne vision. Je pense à l'espace de coworking Now, qui est boulevard des Belges à Rouen, mais qui a essaimé à Lille et à Lyon, avec des entrepreneurs de talent. Donc non, je pense qu'au contraire, on est plutôt bien placé. On a bien pris le train qui était en train de décoller,
travailler là-dessus, donc c'est plutôt positif. On a l'impression qu'il y a une nouvelle métropole, peut-être pas, mais en tout cas un nouveau Rouen qui est en train de naître, politiquement parlant, peut-être. Ça passe par là. La Fabusie s'est écroulée. Oui. Donc la nature a horreur du vide. Et la nature ayant horreur du vide, la Fabusie s'étant écroulée, il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en place, mais il ne faut pas que ce soit un système dans le mauvais sens du terme, il faut que ce soit un système qui permette aux Rouennais, et en tout cas aux gens qui sont dans la métropole de Rouen, de chacun bénéficier de cette nouvelle dynamique. On sait que, c'est plus un secret, que Marine Carombe brigue la mairie de Rouen. Des envies et des ambitions similaires pourraient vous animer sur Sotteville. C'est trop tôt? C'est pas le moment? C'est pas l'endroit? Alors, sur la première partie, comme sur la deuxième partie de la phrase, je peux pas vous suivre. C'est-à-dire qu'en gros, Marine, que je connais, ne m'a jamais fait état de cette ambition. Quant à moi, je suis responsable des Républicains sur la métropole de Rouen et je suis candidat à une seule chose pour l'instant. D'abord, à reconstruire notre famille politique sur la métropole et à dénicher les talents un petit peu partout pour qu'eux puissent être candidats à la municipale. C'est ma mission qui m'est donnée depuis 2 ans. Et deuxièmement, je suis candidat à l'inventivité et au débat sur la métropole. Et c'est déjà bien assez en termes de boulot. Ok, vraiment. Bon, on a bien compris. Vous êtes un supporter du PSG. Ah. Un regard sur le foot régional, ça va mal? Le Havre, Rouen, Quevilly, que faire? Ouais, j'étais au match du Havre. Je vais souvent à Diochon. Un gâchis au Havre quand même. Un gâchis, oui, c'est vrai que la montée c'était quand même quelque chose d'intéressant, et même à Rouen, je veux dire honnêtement, moi je suis outré de cette guéguerre qui s'est installée entre QRM et le FCR. Le FCR, à juste titre, reproche une sorte de volonté hégémonique. Il faut qu'à un moment ça cesse, il faut que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, il faut qu'on ait un club qui soit un club efficient. Pour moi, une métropole, vous regardez Lyon, il y a 3 choses. Il y a l'attractivité économique, il y a le sport, il y a la culture. Si vous n'avez pas les 3, la métropole ne décollera pas. Et c'est ça notre problème. Il faut qu'on ait attractivité économique, il faut qu'on se batte d'un point de vue économique, il faut qu'on ait une vraie attractivité culturelle, une offre qui correspond au territoire, et il faut qu'on ait une offre sportive. Il faut qu'on soit fiers de nos clubs. On a des bons clubs, on a vu avec le hockey, avec Magnus qui est revenu. Il faut qu'on ait des clubs qui fassent rayonner. C'est pas normal qu'on n'ait pas un club en Ligue 1. C'est important que, en tout cas sur la scène maritime, pour ce qui me concerne, on ait un club qui soit en Ligue 1, parce que faut que les gens y retrouvent cette fierté. Moi j'adore le foot, c'est un secret pour personne. Il faut qu'on retrouve cette fierté d'aller au stade. Merci Jonas Haddad. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique, vous le savez, en podcast, son et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.